Bienvenue dans Azur Politique, votre rendez-vous politique sur BFM Nice Côte d'Azur. Chaque jeudi soir, en partenariat avec Nice Matin, nous recevons celles et ceux qui font la vie politique de la Côte d'Azur et des Alpes-Maritimes. Ce soir, à mes côtés, Christian Huot. Bonsoir Christian. Bonsoir Céline. Rédacteur en chef à Nice Matin. Et notre invité est Joseph Ségura. Bonsoir. Bonsoir. Maire de Saint-Laurent-du-Var. Secrétaire général également, secrétaire général adjoint de l'association des maires de France. La question d'Azur Politique, quel pouvoir pour les maires en matière de sécurité? Les villes de la Côte d'Azur sont-elles sûres? Comment évolue la délinquance sur notre territoire? Bien souvent réduite à une bataille de chiffres, la sécurité, on le verra, c'est un enjeu majeur et bien concret pour les maires, surtout dans les villes où la population explose, pendant la période estivale notamment. Nous allons donc vous entendre sur ces questions de sécurité. Joseph Ségura, vous qui êtes aussi un ancien fonctionnaire de police. Nous parlerons également et enfin de l'avenir de Saint-Laurent-du-Var et de vos projets pour la ville. Azur Politique, c'est parti. Les statistiques locales de la délinquance pour l'année 2021 ont été dévoilées il y a quelques jours. Margot Sansano, on va d'abord dresser rapidement avec toi un état des lieux, des chiffres, alors tout particulièrement à Nice, la ville principale chez nous, et puis Saint-Laurent-du-Var, sa voisine. Oui, parce que c'est vrai qu'à Nice, la situation s'est dégradée sur plusieurs indicateurs. Au total, 10 ont été étudiés, par exemple les violences sexuelles. Si l'on compare les chiffres de 2021 à ceux de 2017, regardez, à Nice, le chiffre a pratiquement doublé. En 2021, 411 victimes. En 2017, 221 victimes. Pour Saint-Laurent-du-Var, plus difficile de comparer effectivement, car l'échelle est moindre. En 2021, on recense 12 victimes pour violences sexuelles et en 2017, il y en avait 10 victimes. Pour ce qui est des violences intrafamiliales maintenant, nous sommes pour 10 à plus 45% en seulement 5 ans. 1255 victimes en 2021, 864 victimes en 2017. À Saint-Laurent-du-Var, il y a là aussi une légère hausse. 94 victimes l'année dernière, alors qu'en 2017, nous étions à 50 victimes. Tous les chiffres ne sont pas mauvais. Attention, à Nice, les vols violents avec armes sont en légère baisse. 46 infractions en 2021, 55 en 2017. À Saint-Laurent-du-Var, les vols violents sans armes, attention, en 2021 représentent 10 infractions. C'est en baisse depuis 2017. Où nous étions à 48 infractions. Et pour terminer, il y a aussi moins de cambriolages à Nice en 2021. 1063 infractions en 2017. 2787 infractions. Et pour Saint-Laurent-du-Var maintenant, en 2021, 62 infractions et 2017, 174 infractions. Merci beaucoup Margot pour toutes ces précisions. Question toute simple d'abord, est-ce que vous diriez, on l'a vu, les chiffres sont contrastés, est-ce que vous diriez que la situation sécuritaire dans votre ville à Saint-Laurent-du-Var est satisfaisante? Écoutez, on n'est jamais satisfait à partir du moment où il y a des violences, et notamment les violences conjugales, vous l'avez souligné, aujourd'hui on voit bien la difficulté dans les couples et dans ces violences. On n'est jamais satisfait de ces violences. En tout cas, je peux être aussi... si je peux me permettre, satisfait de ces résultats, puisque j'ai une police municipale qui est présente, une police de proximité, et conjointement avec la police nationale. Les maires sont en charge de la police municipale. Vous savez, les maires sont en charge de beaucoup de choses, et la sécurité. Et la sécurité, aujourd'hui, même si c'est, j'allais dire, un droit régalien, un devoir régalien de l'État, on se décharge de plus en plus sur les communes, sur les collectivités, sur les maires, pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Aujourd'hui, on voit bien que si nous n'avions pas notre police municipale, on serait peut-être en difficulté. Vous savez qu'une police municipale, ce n'est pas forcément une obligation pour les maires. C'est aussi le choix d'un maire d'avoir une police municipale. C'est un choix d'un maire d'avoir une police armée ou non armée. C'est un choix d'un maire d'avoir aussi une police municipale la journée ou la nuit. Pour vous, elle pallie un manque de moyens de la police nationale? Pour nous, aujourd'hui, je considère que la police municipale, pour moi, je considère que c'est la troisième force intérieure de la police municipale, des forces de l'ordre. Et aujourd'hui, on voit bien l'évolution de nos policiers. On voit bien le travail des policiers depuis ces dernières années. Et aujourd'hui, la police municipale est omniprésente sur nos territoires. Et j'allais dire, c'est difficile aujourd'hui de faire sans. Donc on travaille bien sûr avec la police nationale, mais je crois que la police municipale a montré ses qualités, ses preuves.
Et on demandera, on verra, peut-être on en parlera tout à l'heure, d'autres qualifications pour nos policiers. Absolument. Alors, beaucoup des politiques de la région ne sont pas toujours tout à fait d'accord sur l'état de l'aide nationale, enfin de l'État en tout cas, sur la sécurité. Notamment Éric Ciotti qui s'est montré très critique récemment en disant le Waterloo sécuritaire de Macron n'a pas épargné notre ville. Il parlait de Nice évidemment. Est-ce qu'il y a selon vous une dégradation de cette sécurité réelle sur la Côte d'Azur? Et est-ce que vraiment, encore une fois, l'État manque à tous ses devoirs? Non, il ne faut pas dire que l'État manque à tous ses devoirs. J'étais policier, vous l'avez souligné, je connais la maison police. Là, aujourd'hui, je rappelle quand même qu'il y a eu 10 000 policiers qui ont été recrutés depuis avec le gouvernement Darmanin, au ministre de l'Intérieur. Et ces 10 000 policiers nous ont manqué, puisqu'on a fermé à un moment donné les écoles. Et bien sûr, les policiers n'étaient pas dans la rue. Donc aujourd'hui, on essaye de rattraper ce retard. On voit bien que la police nationale, aujourd'hui, ne peut rien faire aussi sans la police municipale. Ça, c'est aujourd'hui un fait. Et que la police municipale, aujourd'hui, doit se moderniser dans ses qualifications. Et des attributions judiciaires doivent être aujourd'hui attribuées à la police municipale. Mais vous, différemment. Lorsque vous faites appel à l'État, pardon, il répond présent sur votre commune? Écoutez, moi j'ai la chance d'avoir une commissaire qui fait un travail remarquable aujourd'hui avec la directrice départementale de la sécurité publique, qui entend les collectivités, qui entend les maires, sous l'autorité du préfet. Et nous avons bien sûr, comme tous les maires, je demande plus d'effectifs, parce qu'on a quand même à Saint-Laurent-du-Var un port, on a une vie économique, on a un parc d'activités, donc naturellement, et vous l'avez dit, vous l'avez souligné l'été, on double, on triple notre population. Donc on demande toujours des renforts plus, mais ceci étant, la police nationale est présente. Et je demande plus, puisque je demande maintenant un vrai commissariat sur la commune de Saint-Laurent-du-Var. Il y a aussi une question importante qui concerne la police municipale. Vous souhaitiez l'élargissement de ses compétences. Oui. Vous aviez signé une tribune d'ailleurs avec un certain nombre avec 17 autres maires de droite de la Côte d'Azur. Ça remonte à 2020. Et un dispositif avait été expérimenté. À Nice, ça a été inscrit ensuite dans la loi de sécurité globale. Sauf que le texte, finalement, il a été retoqué l'année dernière par le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous le regrettez? Absolument. Vous savez, on ne peut pas demander aujourd'hui à nos policiers d'assurer la sécurité sans leur donner les moyens. Ça, c'est important. Aujourd'hui, ce sont les primo-intervenants, vous l'avez bien vu au moment des actes terroristes. Ce sont des policiers municipaux qui interviennent. On voit bien que lorsque nos collectivités, nos administrés appellent, ils appellent d'abord la police municipale et après le réflexe d'appeler la police nationale. Donc il faut leur donner les moyens. Et pour les moyens, aujourd'hui, dans la qualification judiciaire, c'est peut-être... Mais jusqu'où faut-il aller dans les prérogatives qu'on donne à la police municipale? Parce qu'il faut armer toutes les polices municipales de France. Mais ils sont armés. Après, c'est un choix du maire. Il faut les armer mieux. Ça, c'est à la discrétion du maire. Vous savez, porter une arme, c'est aussi... il y a un contrôle. Vous ne portez pas une arme comme si vous partiez comme ça en promenade. Il y a une responsabilité. Mais les policiers sont des responsables. Et aujourd'hui, on voit bien que ces policiers municipaux qui sont formés, autant que les policiers nationaux, doivent impérativement avoir au moins cette qualification d'agent de police judiciaire pour leur permettre d'avoir plus de prérogatives. Nous, ce que nous demandions dans cette tribune, c'est dans le cadre de, par exemple, des contrôles d'identité. Quand vous pensez que dans un supermarché, une caissière vous donnez un chèque, va vous demander sa carte d'identité. Or, un policier municipal ne peut pas vous demander votre carte d'identité. Il n'a pas le droit au contrôle d'identité. Voilà, donc donnons-nous les moyens des contrôles pour nous permettre à notre police municipale d'être plus présente. Alors, 3 policiers ont été agressés mi-février dans votre commune. Ils étaient hors service, mais ils ont été identifiés par leurs agresseurs comme des policiers. Est-ce que vous considéreriez aujourd'hui qu'il y a un vrai problème de citoyenneté entre les citoyens et la police? Non, je ne dirais pas ça. Je pense qu'il y a un respect pour la police municipale, nationale, je dirais même vers les gendarmes, parce que nous sommes une circonscription police, mais il y a aussi la circonscription gendarmerie. Non, il y a un respect. Après, vous avez des cas où je pense que la situation du Covid n'a pas arrangé certaines positions psychologiques. Et bon, voilà, on s'en prend aux forces de police. Alors, on a vu que les faits de violences sexuelles ont fortement augmenté, notamment à Nice. Alors, c'est vrai qu'à Saint-Laurent-du-Var, c'est des chiffres qui sont peu significatifs, donc ils sont moins pertinents. Mais en tout cas, sur Nice, ça a très fortement augmenté. On sait que c'est dû au fait notamment que les victimes portent plus souvent plainte. Est-ce qu'aujourd'hui, les policiers vous paraissent suffisamment formés pour recevoir les victimes et prendre leurs plaintes? Alors, c'est un vrai travail, là. Recevoir les victimes, aujourd'hui, je crois qu'il faut porter une attention particulière. Alors, nous, police municipale, on les reçoit lorsqu'il y a... j'allais dire, une intervention, et après on les accompagne directement à la police nationale, mais je crois qu'il faut les accompagner, les entendre, et pour ça il faut une formation. Et donc vous pensez qu'on peut mieux faire, qu'on doit mieux faire en la matière? De toute façon,
tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Lorsque vous êtes victime d'une agression, victime en général d'une infraction, je pense qu'il faut les accompagner, non seulement pour les guider sur les orientations de ce qu'ils peuvent faire ou pas faire, mais aussi pour les réconforter les familles. Donc je pense que tout ce travail se fait. Alors vous êtes une ville touristique, on l'a évoqué tout à l'heure. Une zone touristique internationale. L'été dernier, Nice a connu un été extrêmement difficile, vous aussi peut-être, à Saint-Laurent-du-Var, avec beaucoup d'interpellations liées à la petite délinquance. C'est toujours une période sensible l'été, avec l'augmentation de la population. Comment est-ce que vous gérez ça, une ville de 25-29 000 habitants jusqu'où vous pouvez aller? Expliquez-nous un peu quel dispositif vous mettez en place spécifiquement l'été. Déjà l'été, on commence à travailler avec la police nationale, parce que c'est pas avec les effectifs de la police municipale qu'on va assurer... Combien de renforts de police nationale l'été vous avez? Alors c'est là aussi que, bon, les chiffres, c'est à la police nationale de vous les donner. Mais en tout cas, on a quelques renforts. Alors combien en demandez-vous? J'en demande beaucoup, puisque on a quand même un centre commercial qui capte 3 000, plus de 10 millions de visiteurs par an. On a un port avec sa partie économique. On a aussi, bien entendu, un centre-ville, on a un parc d'activités et une vitrine aujourd'hui sur Saint-Laurent-du-Var, sur tout le littoral. Et donc, quand on demande des effectifs, c'est jamais assez, parce qu'il y a aussi des renforts la nuit. On sait que le monde de la nuit est différent que du monde de la journée. Et naturellement, moi, je demande, par exemple, pour cette année, je demande aussi les patrouilles sentinelles, par rapport à Cap 3000, je demande des renforts sur le littoral. Donc je demande toujours plus d'effectifs parce que c'est un besoin et une visibilité. On a vu des gendarmes se promener, les gendarmes mobiles se promener sur nos promenades à cheval. Bon, j'espère que cette année, ils vont venir jusqu'à Saint-Laurent-du-Var. En tout cas, c'est aussi un moyen, une visibilité pour assurer la sécurité. C'est dissuasif. C'est très dissuasif. Ce genre de dispositif. Oui. De quel œil vous voyez le futur hôtel des polices à Nice qui va regrouper les polices nationales et municipales? C'est une bonne idée? Est-ce que c'est transposable sur des plus petites villes comme la vôtre? C'est une très bonne idée. D'ailleurs, dans le cadre de projet Porte de France... Pourtant, ça va coûter cher. Hein. Non, je ne sais pas si vous avez vu mon projet Porte de France au niveau du quartier du Point du Jour, puisque l'ambition, c'est bien de démolir ce quartier Point du Jour et de reconstruire un quartier, un écoquartier Porte de France. Et dans cet écoquartier, nous avons une mixité police nationale, police municipale, dans un même lieu. Donc vous voyez, c'est une très bonne idée de mettre les deux forces ensemble et qui vont nous permettre d'être beaucoup plus réactifs. Alors vous parlez projet, ça nous donne une utile transition sur la partie suivante. On va maintenant parler des projets structurants de votre commune, avec notamment l'arrivée du tram. L'horizon 2026, c'est quelque chose de très important pour vous et pour votre population. Est-ce que ça va pouvoir aider à relancer le commerce et amener un dynamisme dans certains quartiers qui peut-être étaient un petit peu moins ouverts sur les autres, on va dire? Je crois qu'aujourd'hui, à recevoir un tram, une modernité, ça ne peut que bénéficier à la commune. On en avait besoin, et puis surtout des liaisons avec la ville de Nice. Donc c'est la première fois qu'on va vers l'ouest, donc moi je m'en réjouis. Et Saint-Laurent-du-Var va pouvoir aussi, dans le cadre de ses mobilités, parce que vous parlez du tram, qui va être pour nous aussi un moyen de déplacement. Et si aujourd'hui on demande à mes Laurentins, je parle de Saint-Laurent, de laisser la voiture à la maison, il faut leur donner les moyens de se déplacer. Donc le tram fait partie de ce moyen de déplacement, et j'en suis très heureux. Et puis d'un point de vue économique, parce qu'il va passer à côté de Cap 3000, il va passer à côté de notre institut de Zang. Donc voilà, c'est vraiment important aujourd'hui d'avoir ce mode de transport. Mais il n'y a pas que le tram à Saint-Laurent-du-Var. Alors le tram va se prolonger à l'ouest, c'est une bonne chose. Par contre, il y aura, je crois, 8 arrêts à Cagnes-sur-Mer et 3 à Saint-Laurent-du-Var. Est-ce que c'est pas un peu déséquilibré? Ça vous déçoit? Je suis d'accord avec vous. Non, Donc le tracé vous déçoit? Non, non, pas du tout. Le tracé ne me déçoit pas. Il a été réfléchi, il a été travaillé avec... concerté avec Christian Estrosi et Louis Nègre. Aujourd'hui, on voit bien, en fait, il y a 8 km. Il y a 1,8 km sur la commune de Saint-Laurent-du-Var, et il y a 4 km sur Cannes-sur-Mer, le reste sur Nice. Vous voyez, c'est une ligne de 8 km. Voilà. Donc on a, par rapport à la proportion des 8 km, Saint-Laurent-du-Var est bien desservi. Alors, il y a aussi le projet du téléphérique. Oui. Qu'est-ce que ça va changer, ce téléphérique à l'est de la commune, et pour desservir la plaine du Var? Ça aussi, c'est un projet qui paraît énorme. C'est innovant. Vous me dites, c'est énorme. Je sais que c'est un projet qui peut... Ça surprend beaucoup. Ça m'a surpris aussi, dans le cadre du projet téléphérique, parce que c'était une proposition innovante que j'ai acceptée. Voilà, je pense que c'est demain aussi... Est-ce que l'investissement vaut la chandelle? Est-ce que c'est pas quelque chose un peu trop ronflant pour vos besoins? Pourquoi? Vous connaissez Saint-Laurent-du-Var. Entre le pont Napoléon III et le pont de la Manda, il y a 12 km.
et on est la seule commune de ne pas pouvoir traverser un Var, un fleuve du moins. Bon, je crois qu'il était temps de pouvoir traverser ce fleuve Var, pour aller vers la rive gauche de Nice. C'est un obstacle au développement économique, ce fleuve Var, pour votre commune? Il était, puisqu'aujourd'hui, on va avoir le moyen de pouvoir prendre ce téléphérique. Je rappelle quand même, on prend un téléphérique. Pourquoi un téléphérique? Parce qu'il va traverser à la fois le fleuve Var et à la fois l'autoroute, nous permettre d'aller après vers les lignes T2, T3, vers la future gare multimodale. Voilà, c'était important de pouvoir se rendre avec tous les aménagements qu'il va y avoir sur la rive gauche, sur ce moyen de mobilité. De façon un peu plus pratique. On a du mal à imaginer comment ça va vraiment désengorger le trafic. Est-ce qu'on a des chiffres sur, par exemple, le nombre de personnes que ça va transporter chaque jour? Sur un rayonnement d'à peu près 5000 personnes à peu près qui vont être touchées sur un rayonnement. Vous savez, c'est à la fois le tram, parce qu'il faut voir ça plus globalement. Il y a la ligne 4, le téléphérique, et puis parallèlement à ça, il faut avoir aussi un échangeur sur la partie nord de la commune. Aujourd'hui, on n'accède pas à la 6202 bis. Vous êtes à Carrosse, vous prenez la 6202 bis, vous vous retrouvez à Saint-Augustin. Donc il n'y a pas de possibilité de rentrer. Donc avec cet échangeur, vous allez pouvoir rentrer dans la 6202 bis et demain aller sur la 8. Donc je veux dire qu'avec cet échangeur, le téléphérique et le tram, ça va... C'est un ensemble. C'est un ensemble. Il sera payant ce téléphérique? Il sera naturellement, mais avec des transports en commun à 1 €, avec un parking relais à côté. Comme un tram. Comme un tram. Voilà, c'est une disposition qui va nous permettre d'avoir une mobilité plus souple, moderne. Quand on parle des gaz à effet de serre, on n'en aura pas. Il ne sera pas bruyant. Et ça sera aussi la possibilité, dans ces cabines, de porter plus de 60 personnes. Donc voilà, c'est une modernité pour Saint-Laurent-du-Var. Et on est sûr que ça ira au bout, hein, livraison 2025, c'est ça? On est sûr. La mairie a présenté ses orientations budgétaires lors du dernier conseil municipal. Elle prévoit notamment la requalification du square Bénès. C'est un projet important pour la commune? C'est un projet phare pour la commune de Saint-Laurent-du-Var. Alors on dit Ben ou Bénès en fonction des Laurentins. J'ai entendu les deux. Voilà, on entend les deux. Donc moi je dis les deux comme ça, je me mets mal avec personne. En tout cas, c'est la centralité qui nous manquait sur la commune de Saint-Laurent-du-Var. Saint-Laurent-du-Var, c'est un long couloir entre le fleuve Var, Cannes-sur-Mer, la mer et la Gaude. Donc il fallait avoir une vraie centralité. Cette centralité, ça va se faire avec un parc de 5000 m². Quand on parle aujourd'hui d'écologie, de verdure, de végétalisation, nous à Saint-Laurent-du-Var, on a déjà fait un parc de Jacquemont de 5000 m. En plein centre-ville, au cœur de la ville, il va y avoir un square de 5000 m². Et avec un parking souterrain de 200 places. Quel projet pour le quartier du Point du Jour, qui là aussi mérite un petit coup de lifting, on va dire? C'est plus qu'un lifting. Voilà. Là, on part de loin. C'est un projet que depuis 2014, dans le cadre de la campagne municipale, je m'étais engagé à démolir ce quartier et à repenser un nouveau quartier. Donc on le fait avec Côte d'Azur Habitat. On a déjà démoli en 2019 une tour. Là, on y est. La difficulté aujourd'hui, c'est le relogement. Il faut reloger les gens dignement, ça prend plus de temps. Mais le quartier Porte de France, puisqu'il portera le nom Porte de France, et là, en fin d'année, on aura aussi un parc de 5000 m², puisqu'il va commencer par là, les travaux. Donc ça sera un nouveau quartier dans une entrée de ville, puisque c'est l'entrée de ville, qui va apporter aussi, je crois, son rayonnement pour Saint-Laurent-du-Var. Le bord de mer a été complètement repensé, hein, on le sait, les travaux sont encore en cours. Il y a déjà aussi beaucoup de touristes qui sont attirés par le port de Plaisance, qui est un lieu central à Saint-Laurent-du-Var. Qu'est-ce que vous avez comme ambition aujourd'hui pour développer le tourisme? Écoutez, là aujourd'hui, vous avez vu les travaux sur le littoral, on refait tout le littoral. On va accompagner aussi nos plages avec des attractivités sportives. Donc cet été, je vous invite à suivre des événements à Saint-Laurent-du-Var, avec des événements phares. On va recevoir la Coupe du Monde de lutte, on va recevoir des volleyeuses françaises, des rugbyman. Voilà, on va mettre des beach volés sur nos plages. Donc une dynamique attractive sportive. Et naturellement, on a un potentiel fort de restaurateurs aujourd'hui sur la commune, sur le port, qui nous permettent, parce que le port a été aussi repensé avec des nouveaux permis. Quand je suis arrivé, il y avait quand même des infractions. Donc tout cela, c'est maintenant c'est derrière nous. Et on a un nouveau port plus dynamique et avec l'accompagnement des flots bleus. Alors, vous parliez de ce qui va bien et ce qui va être bien sur les plages, et puis aussi quelques petits points noirs sur certaines de vos plages avec la pollution. Ah oui. Voilà. La plage Landsberg est fermée à l'année depuis 2 ans, de façon plus sporadique, celle de Cousteau aussi, et cela depuis des années. Comment on peut faire pour trouver une solution pérenne pour éviter ces problématiques de pollution? Vous parlez de solutions.
depuis maintenant plusieurs années, on essaie de réfléchir à ce fleuve Var. En fait, c'est ça, une des problématiques, c'est le fleuve Var, qui nous amène aussi toutes ces alluvions sur nos plages, dans l'estuaire du Var. Donc on a trouvé une solution déjà, c'est concernant une station d'épuration, qui va rejoindre en 2026 à Lyotis, donc avec un dévoiement qui va se faire, puisqu'on n'aura plus cette station d'épuration. Donc je pense que, vous savez, les stations, même si elles sont contrôlées, de temps en temps, elles font des bypass, qu'on appelle ça. Et donc ça peut aussi être un moyen de pollution pour nos plages. La station va partir à Lyotis, je remercie Christian Estrosi, mais j'espère qu'on aura une qualité de plage différente et meilleure. Est-ce que vous avez des policiers ou une police spéciale dédiée à l'environnement à Saint-Laurent-du-Var? Tout à fait. On a une brigade, ce sont des ASVP, pour contrôler justement tout ce qui est des dépôts sauvages, par exemple, puisqu'aujourd'hui on voit bien les incivilités, c'est des dépôts sauvages. Et donc j'ai une brigade qui patrouille avec la vidéoprotection, un œil très attentif sur ce qui se passe sur la commune, et on essaye de prendre en flagrant délit les auteurs de ces dépôts sauvages. Allez, tout de suite on va passer aux questions d'actualité. Dans l'actualité politique du jour, il y a d'abord Renaud Muselier, le président de la région Sud, qui annonce l'envoi de 6 convois humanitaires pour la Roumanie et la Moldavie, à destination évidemment des réfugiés ukrainiens. On écoute. 3 millions d'euros qui sont pris pour l'accueil des réfugiés avec les fonds européens ici dans la région, en travaillant avec les maires qui sont toutes des villes jumelles. Des moyens financiers qui sont attribués aux bourses aux jeunes Ukrainiens qui sont ici et qui n'ont absolument plus aucun moyen financier. Parallèlement à ça, des convois humanitaires qui sont validés, c'est 6 convois de 30 tonnes qui partent dès demain. 3 convois pour la Moldavie, 3 convois pour la Roumanie, sur tout ce qui a été recruté sur le bassin régional, et des fonds débloqués à hauteur de 380 000 euros pour Acted qui est implanté là-bas sur place. Joseph Segura, 1200 réfugiés ukrainiens, selon Renaud Muselier, sont arrivés jusqu'à présent dans la région Sud. Il faut accueillir sans limite aujourd'hui? En tout cas, Saint-Laurent-du-Var est un territoire d'accueil, est une ville d'accueil, on l'a démontré. Aujourd'hui, on a 5 familles sur la commune de Saint-Laurent-du-Var. Je pense qu'on va en attendre plus. Dans cette situation, dans ce drame que nous vivons aussi, et cet exode des Ukrainiens, il faut souligner quand même cette solidarité immédiate, j'allais dire, autour de ces familles qui ont tout perdu. Moi, j'ai rencontré ces familles à Saint-Laurent-du-Var. Ils n'ont plus rien. Ils ne parlent pas la langue. Donc on se retrouve face à des personnes qui sont déracinées. Le mari est en Ukraine et nous devons apporter un peu de chaleur et un peu d'amour. Donc c'est toute la difficulté. Qu'est-ce que vous pensez des accusations portées par certains du 2 poids 2 mesures? De dire bien entendu il faut accueillir ces réfugiés ukrainiens, mais peut-être qu'il faut s'interroger sur la façon dont on a traité jusqu'à présent d'autres migrants, parfois des réfugiés aussi venus de pays en guerre. Oui, c'est un vrai sujet. Et je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame des deux. Là, aujourd'hui, on est en guerre. C'est une situation de guerre, avec une urgence à apporter à ces femmes et ces enfants. On n'oublie pas aussi les autres, puisqu'on est aussi dans le soutien. Mais peut-être qu'il y a eu une émotion particulière par rapport à ce drame qui apporte des réponses aujourd'hui au sein des collectivités. Pour autant, je le dis parce que nous avons eu aussi des personnes qui sont venues dans le cadre d'un exode climatique sur la commune. Et naturellement, ils ont été pris en charge. Le tout premier camion d'aide humanitaire du département est parti de votre commune. Pourquoi est-ce que cette réactivité immédiate, qu'est-ce qui vous a sensibilisé particulièrement? Et est-ce que c'est que vous avez une population qui s'est mobilisée davantage ou... Vous savez, quand vous êtes devant votre écran, vous voyez toutes ces horreurs que nous avons pu voir. Enfin, il était normal en tant que responsable public d'apporter immédiatement un soutien. Puis la ville de Saint-Laurent-du-Var s'est montrée déjà solidaire dans les événements. On l'a bien vu et dans le cas de la tempête Alex, avec à son petit niveau. On le voit bien aussi dans d'autres cas de figure, dans le cas de la Covid. Donc j'ai automatiquement des bénévoles qui sont venus me demander spontanément, Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on fait? Et donc j'ai ouvert ce centre qui accueille aujourd'hui tous les dons. Et on a une armée de bénévoles qui viennent dans ce centre pour apporter juste un peu d'espoir, d'espérance et d'amour. Vous arrivez à gérer tous ces dons? Parce qu'on a vu que dans certaines communes françaises, il y a un afflux trop fort de dons et que finalement on n'arrive pas à gérer. Et on ne sait pas quoi faire. C'est vrai, donc maintenant on a demandé aux personnes d'apporter moins d'habits, j'allais dire de l'habillement, parce que c'est ça en fait, mais tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est
médicamenteux, on le prend et on l'amène produits d'hygiène aussi peut-être à la métropole, qui a organisé aussi, j'allais dire, les moyens pour apporter le secours nécessaire et pour l'acheminement, parce qu'il faut l'acheminer ça. Alors moi cet après-midi par exemple, j'ai un 22 tonnes qui est venu au centre récupérer tous ces cartons et l'acheminer en Ukraine. La clientèle russe, déjà absente pendant la crise sanitaire, n'est pas prête de revenir, hein, clairement. C'est un sujet d'inquiétude pour les commerçants, les restaurateurs chez vous? En tout cas, je vais vous dire que la clientèle russe, on a des Russes aussi dans la commune. Il ne faut pas faire le mélange. Ils subissent aussi ce choc, certains, et ils sont solidaires aussi, puisqu'ils apportent des dons aussi aux Ukrainiens. Donc voilà, il y a la guerre de Poutine face à l'Europe, face à l'Ukraine, et puis il y a aussi ces femmes et ces hommes russes et ces enfants qui sont stigmatisés aujourd'hui, certains, dans les écoles, et qu'on doit aussi aider. Alors il nous reste que 2 minutes, on va aborder un ou deux autres sujets encore rapidement. Le prix des carburants qui dépasse quasiment partout, y compris à Saint-Laurent-du-Var, les 2 €. Est-ce qu'il faut mettre le parquet aujourd'hui sur les transports en commun, sur les alternatives à la voiture? Mais on voit bien qu'il faudra trouver des solutions. Parce que, encore, le prix va augmenter certainement dans les jours ou dans les semaines à venir. Donc il faudra aussi peut-être partager son véhicule, apporter plus de moyens dans les transports en commun. Mais en tout cas, ça va être difficile demain de prendre sa voiture pour aller au travail. Alors un petit mot de politique pour conclure, ou presque, cette émission. Vous avez quitté les Républicains. Oui. On vous croyait proche d'aller chez Horizon, mais vous n'y êtes pas encore. Vous n'êtes pas non plus En Marche. Je ne suis pas En Marche. Vous avez dit. Mais vous êtes où, Joseph Segura? Moi, je suis maire de Saint-Laurent-du-Var, très heureux, vice-président de la métropole. Vous savez que je suis un proche de Bruno Le Maire. Donc à partir de là, je n'ai pas besoin d'être encarté pour montrer ce que je fais ou de faire partie d'un parti politique. Là, il y a une élection. Et cette élection, nous verrons après, demain, où j'irai dans un parti politique. Eh bien, merci beaucoup, Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Azur Politique, c'est terminé.